En une nuit, 3 drones ont été repérés puis neutralisés. Le paradoxe frappe car avec des moyens dits modestes, le Burkina Faso a contrarié une surveillance avancée et l'écho dépasse déjà le seul incident tactique. Ce qui se révèle pour le Sahel et au-delà, c'est la décision d'Ibrahim Traoré d'autoriser une riposte qui atteint 38% de détection et bouleverse les attentes. Et si cette scène n'était qu'un prélude, quelles règles changent ensuite? Ce récit promet une chose précise, à savoir comprendre ce qui change réellement après cette nuit, au-delà de l'exploit technique. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Saisir en 10 minutes comment un incident aérien peut redessiner des équilibres politiques et sécuritaires. L'affaire ne concerne pas seulement des drones détruits, mais une remise en cause silencieuse d'un rapport de force technologique installé depuis des décennies dans le Sahel. Derrière l'ordre donné par Ibrahim Traoré se jouent plusieurs niveaux de risque: crédibilité du pouvoir, protection d'infrastructures sensibles, réaction des partenaires étrangers. Chaque décision prise dans ces heures-là crée des conséquences en chaîne, parfois visibles immédiatement, parfois différées. La promesse est donc double: expliquer les faits sans amplification et éclairer pourquoi cet épisode pèse déjà plus lourd qu'il n'y paraît. Voici, en 2 phrases, ce que cela révèle. Les drones n'ont pas été abattus par chance et la réaction n'a pas été improvisée. Les données internes évoquent une précision de détection atteignant 88%, un niveau inattendu pour un dispositif localement ajusté. Pour comprendre, il faut revenir aux semaines précédentes. Le Burkina Faso évoluait dans un environnement où la surveillance aérienne étrangère était perçue comme permanente mais rarement visible. Des signaux faibles apparaissaient pourtant sur les écrans: échos irréguliers, trajectoires répétitives, passage au-dessus de zones frontalières et minières récemment nationalisées. Ces indices, longtemps jugés insignifiants, ont commencé à former un motif cohérent lorsque des ingénieurs burkinabés ont recalibré des radars considérés comme obsolètes. Ce travail discret a changé la lecture de l'espace aérien. Les appareils ne suivaient pas des routes aléatoires, ils cartographiaient des intérêts stratégiques. À ce stade, la question n'était plus technique mais politique. Ibrahim Traoré a validé une posture active: observer plus finement, attendre la confirmation, puis agir vite. Cette séquence explique pourquoi la riposte a semblé soudaine à l'extérieur alors qu'elle s'inscrivait dans une préparation progressive. Ainsi se referme la première question posée au départ. Ce qui s'est joué n'est pas un coup isolé, mais l'aboutissement d'une lecture nouvelle du rapport de force construite avant même que le ciel ne s'embrase. Pour saisir l'impact immédiat de cette séquence, il faut quitter les écrans stratégiques et regarder les acteurs de terrain. Les ingénieurs et opérateurs radars burkinabés sont devenus, en quelques heures, les personnages clés de cette histoire. Travaillant avec des équipements vieillissants, ils ont dû interpréter des signaux ambigus, souvent noyés dans des interférences atmosphériques et des bruits parasites considérés comme normaux. Pour commencer, un premier cas illustre cette bascule. Un opérateur remarque une répétition anormale de trajectoire au-dessus d'un site minier récemment nationalisé. Rien de spectaculaire, seulement une régularité inhabituelle. En ajustant manuellement les filtres radars, l'équipe parvient à isoler une signature cohérente. Ce geste technique presque banal transforme un doute en alerte crédible. Dans la foulée, un second cas suit rapidement. Une équipe mobile, alertée par ces données, coordonne ses observations avec une station voisine. Les deux lectures concordent. À ce moment précis, la menace cesse d'être théorique. L'impact est immédiat. Les procédures changent, la vigilance augmente et l'espace aérien n'est plus perçu comme un domaine inaccessible. Ce déplacement du regard constitue le véritable effet précoce de l'opération.
Avant même la neutralisation des drones, le Burkina Faso a démontré une capacité nouvelle: transformer des signaux faibles en décisions concrètes. Et au fond, le sens est clair, en quelques mots. La maîtrise commence par l'attention. Le basculement s'opère lorsque l'accumulation d'indices devient impossible à ignorer. Avant, les incursions aériennes relevaient de l'hypothèse et de la routine analytique. Après, elles prennent la forme d'une séquence lisible, presque méthodique. Les trajectoires observées convergent vers des zones sensibles et leur régularité suggère une mission structurée. À ce stade, l'enjeu n'est plus de confirmer l'intrusion, mais de décider du moment et de la manière d'y répondre. D'abord, la première phase est celle de l'activation. Les équipes techniques intensifient la surveillance, recalibrent les radars, réduisent les interférences parasites. Les écrans gagnent en netteté. Les données auparavant fragmentées deviennent comparables d'un poste à l'autre. Cette consolidation transforme l'alerte diffuse en certitude opérationnelle. Les drones évoluent à des altitudes élevées hors des standards habituels de détection locale, mais leur signature est désormais suivie en continu. Puis vient la montée en tension. Les informations remontent vers la chaîne de commandement. Les options sont pesées rapidement, car chaque minute supplémentaire offre davantage de données à l'adversaire. La décision d'Ibrahim Traoré intervient dans ce contexte précis. Autoriser la riposte signifie accepter un risque politique et diplomatique, mais aussi affirmer une ligne claire. L'espace aérien national ne peut plus être traité comme une zone grise. Ce choix transforme une posture défensive en acte assumé. La phase de réplique s'enclenche alors. Les équipes se coordonnent, synchronisent leur lecture, ajustent les paramètres en temps réel. Le premier tir vise à tester la précision du dispositif. L'impact confirme la validité des calculs. Les deux autres suivent rapidement, dans une séquence qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Chaque neutralisation renforce la cohérence de l'ensemble et réduit la marge d'erreur. Les conséquences immédiates se font sentir dès la fin de l'opération. À l'intérieur, la démonstration de capacité renforce la confiance dans les procédures locales et dans la chaîne décisionnelle. À l'extérieur, le message est limpide. Le Burkina Faso peut passer de l'observation à l'action sans dépendre d'un appui technologique étranger. Ce fil d'événements, du signal faible à la destruction ciblée, marque une rupture nette avec le passé récent. La question ouverte demeure: jusqu'où cette rupture peut-elle reconfigurer les équilibres établis? Avant l'incident, les capacités locales de surveillance aérienne étaient jugées limitées. Après, elles ont produit des résultats mesurables qui ont surpris les observateurs. Le passage du doute à la preuve repose sur quelques indicateurs clés, simples mais parlants, qui éclairent la transformation opérée en un temps très court. Un premier chiffre concerne le taux de détection, évalué à 88%. Avant les ajustements, les radars captaient des échos fragmentés, difficiles à distinguer du bruit ambiant. Après recalibrage, la lecture devient stable et cohérente, permettant d'identifier les drones sans ambiguïté. Autrement dit, la frontière entre signal utile et interférence a été presque entièrement nettoyée, rendant possible une décision rapide et s'informer. Un deuxième indicateur porte sur l'altitude d'interception, autour de 5000 mètres pour le premier appareil. Dans les standards régionaux, ce niveau dépasse ce que des équipements qualifiés d'obsolètes sont censés traiter efficacement. Le changement n'est pas tant matériel que méthodologique. En affinant les paramètres et en croisant les données entre stations, les opérateurs ont étendu la portée opérationnelle de systèmes existants. Ce delta montre que la contrainte technologique n'est pas toujours une limite fixe, mais parfois une hypothèse non réexaminée. Un troisième chiffre concerne le temps de réaction, réduit à moins de 40 secondes. Avant, plusieurs minutes pouvaient s'écouler entre la détection d'une anomalie
et une réponse coordonnée. Après, la chaîne décisionnelle s'est resserrée. Les données circulent plus vite, les responsabilités sont clarifiées et les équipes savent quand agir. Cette réduction du délai n'est pas spectaculaire en apparence, mais elle change l'équation tactique. Une menace mobile devient vulnérable. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. Ils indiquent que l'opération n'a pas reposé sur un facteur isolé, mais sur une combinaison d'améliorations progressives. La décision politique validée par Ibrahim Traoré s'appuie ainsi sur une base mesurable, et non sur une intuition seule. La quantification transforme le récit en preuve. Ces données répondent à la question laissée en suspens après la séquence précédente. La riposte était-elle soutenable ou simplement audacieuse? Les indicateurs suggèrent une capacité reproductible tant que l'organisation et l'attention aux détails sont maintenues. Le véritable enseignement n'est donc pas le chiffre en lui-même, mais ce qu'il révèle. Avec peu de moyens supplémentaires, un système peut changer de catégorie. Après la neutralisation des drones, deux lectures opposées se sont rapidement imposées. La première, largement relayée par certains analystes extérieurs, soutient que l'opération relève d'un concours de circonstances favorables. Selon cette thèse, les trajectoires prévisibles des appareils, des conditions atmosphériques clémentes et un possible dysfonctionnement technique auraient créé une fenêtre exceptionnelle. Dans cette optique, le succès burkinabé serait difficilement reproductible et dépendrait davantage de la chance que d'une capacité structurelle. Cette lecture insiste aussi sur l'hypothèse d'un appui extérieur discret non documenté, qui aurait compensé les limites des équipements locaux. La seconde lecture adopte une position inverse. Elle considère que réduire l'événement à un accident minimise des indices convergents. Les radars, bien que vieillissants, ont été modifiés et recalibrés de façon ciblée. Les opérateurs ont appris à distinguer des signatures spécifiques au milieu du bruit parasite. Les données recueillies montrent des altitudes d'interception cohérentes et une répétition des trajectoires au-dessus de zones stratégiques, ce qui correspond davantage à une mission planifiée qu'à une anomalie fortuite. De plus, la rapidité de réaction observée suggère une chaîne décisionnelle préparée et non improvisée. Pour arbitrer entre ces deux positions, un élément pèse particulièrement lourd: la cohérence des résultats. Les trois drones ont été suivis selon des profils similaires, neutralisés dans une séquence maîtrisée, et ce en un laps de temps réduit. Si l'on admet la thèse de la chance, il faudrait supposer une accumulation de facteurs favorables reproduits à l'identique, ce qui affaiblit sa plausibilité. A l'inverse, la thèse de la préparation explique mieux la continuité entre détection, décision et action. La réfutation ne nie pas les contraintes réelles du Burkina Faso. Elle reconnaît des moyens limités et des risques élevés. Mais elle montre que l'adaptation méthodologique et l'apprentissage opérationnel peuvent compenser une partie du déficit technologique. En ce sens, l'événement ne prouve pas une supériorité absolue, mais une capacité à exploiter une fenêtre stratégique créée par l'attention aux détails et la coordination humaine. Cette lecture nuancée permet de dépasser le débat binaire entre chance et maîtrise. Elle éclaire surtout un point central: ce qui a été observé relève moins d'un miracle que d'un seuil franchi où la préparation rend possible l'audace. Le détail qui change la lecture apparaît lorsqu'on superpose les trajectoires avec la carte des intérêts économiques récents. Les passages répétés ne couvrent pas l'ensemble du territoire, mais dessinent des couloirs précis au-dessus de sites miniers récemment nationalisés. Ce choix n'est pas neutre. Il suggère que la mission de surveillance ne cherchait pas seulement à observer des capacités militaires, mais à documenter des actifs stratégiques devenus sensibles.
À ce point du récit, la décision d'Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Neutraliser les appareils ne relevait plus uniquement de la défense aérienne, mais d'un signal politique adressé à ceux qui surveillaient ces ressources. Le message implicite est simple: certaines zones ne sont plus ouvertes à une observation sans consentement. Cette lecture, elle explique pourquoi la réaction a été rapide et assumée, malgré les risques diplomatiques. Ce révélateur agit comme un pivot. Avant, l'incident pouvait être lu comme un test technologique. Après, il s'inscrit dans une lutte plus large autour du contrôle des richesses et de la souveraineté économique. Ce déplacement de focale reconfigure les enjeux. Il ne s'agit plus seulement de drones abattus, mais d'une frontière redessinée entre ce qui est toléré et ce qui ne l'est plus. La question laissée ouverte devient alors centrale. Si ces cibles étaient intentionnelles, quelles conséquences concrètes cette affirmation de souveraineté aura-t-elle pour l'État, les acteurs économiques, la population et la région entière? Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La neutralisation des drones renforce la crédibilité de l'appareil sécuritaire et de la chaîne de décision. Elle montre que les autorités peuvent protéger l'espace aérien sans dépendre entièrement d'un soutien extérieur. Cette capacité modifie la posture de négociation du pays dans ses relations diplomatiques et sécuritaires. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'État burkinabé gagne une marge de manœuvre symbolique. Il ne parle plus seulement de souveraineté, il en démontre un usage concret. Cette démonstration pèse dans les échanges régionaux, où la perception compte autant que les capacités réelles. Pour les entreprises, en particulier dans le secteur minier, l'effet est immédiat mais nuancé. La protection renforcée des sites stratégiques réduit le risque perçu lié aux intrusions et à l'espionnage industriel. Cela peut rassurer certains investisseurs, jusque-là hésitants face à l'instabilité régionale. En parallèle, l'épisode rappelle que l'État entend garder un contrôle étroit sur des actifs jugés sensibles. Les acteurs économiques doivent donc composer avec un cadre plus affirmé où la sécurité et la souveraineté priment sur la seule logique de rendement. Ce nouvel équilibre redéfinit les termes de l'engagement privé. Pour la population, l'impact est plus diffus mais réel. L'événement nourrit un sentiment de capacité collective et de fierté nationale. Voir des équipes locales, avec des moyens limités, réussir une opération jugée complexe renforce la confiance dans les institutions. Cette perception n'efface pas les difficultés quotidiennes, mais elle modifie le récit dominant. Le pays n'est plus uniquement présenté comme vulnérable ou dépendant. Dans un contexte où la sécurité influence directement la vie civile, cette confiance peut se traduire par une acceptation accrue des choix stratégiques opérés par les autorités. À l'échelle de la région, enfin, l'effet dépasse le cas burkinabé. Les pays voisins observent attentivement ce précédent. Certains y voient une invitation à renforcer leurs propres capacités, d'autres une opportunité de coopération accrue. L'idée qu'un État du Sahel puisse perturber une surveillance technologique avancée circule rapidement. Elle modifie les calculs des acteurs extérieurs, contraints de réévaluer leurs pratiques. L'incident agit ainsi comme un signal régional, rappelant que les rapports de force ne sont pas figés et que des ajustements locaux peuvent produire des effets systémiques. Ces quatre niveaux de conséquences se répondent. Il montre que l'événement ne se limite pas à un succès tactique isolé. Il crée des effets différenciés, parfois contradictoires mais convergents vers un point commun: la redéfinition de ce qui est possible pour un État considéré comme périphérique. La question posée au milieu du récit trouve ici une première réponse. L'affirmation de souveraineté se traduit déjà par des changements tangibles, même si leur portée complète reste à mesurer dans le temps. Dans un premier scénario, dit de base, prolonge la trajectoire actuelle. Le Burkina Faso consolide discrètement ses capacités de surveillance sans rupture visible.
Les procédures mises en place après l'incident deviennent routinières, la coopération régionale progresse par petits pas, et les partenaires étrangers ajustent leur posture sans confrontation directe. Dans ce cadre, la démonstration de force reste un précédent, mais elle ne déclenche ni escalade ni sanction ouverte. La souveraineté aérienne gagne en crédibilité, tandis que l'équilibre régional se stabilise autour d'une prudence partagée. Dans une hypothèse plus optimiste, on suppose un effet d'entraînement. L'épisode accélère des coopérations techniques entre États du Sahel, notamment autour du partage de données et d'exercices conjoints. Le Burkina Faso, fort de cette expérience, devient un point d'appui régional. Les investissements dans les secteurs stratégiques reprennent progressivement, encouragés par une perception de sécurité accrue. À l'international, le pays est davantage consulté que contourné. Cette dynamique repose sur une condition centrale, que la capacité démontrée soit entretenue et intégrée dans une stratégie cohérente plutôt que célébrée comme un succès ponctuel. Dans une hypothèse dégradée, on envisage une réaction plus dure. Les puissances concernées réévaluent leurs intérêts et choisissent la pression indirecte, restrictions économiques, isolement diplomatique ou appui discret à des forces déstabilisatrices. Dans ce contexte, la réussite initiale devient un point de friction durable. Le Burkina Faso conserve sa posture de fermeté, mais au prix de tensions accrues et d'une exposition plus forte aux chocs extérieurs. La capacité technique seule ne suffit alors plus. Elle doit être soutenue par des alliances solides et une gestion fine des risques. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les choix opérés et les réactions observées. La clé réside moins dans la prévision que dans la lecture des signaux faibles à venir. Si les autorités savent distinguer affirmation et provocation, alors la démonstration initiale peut servir de levier plutôt que de fardeau. La question laissée ouverte est donc stratégique. Si l'équilibre dépend des réponses, laquelle transformera un succès ponctuel en avantage durable? Pour le public international, l'épisode agit comme un révélateur discret. Il montre que des asymétries technologiques perçues comme figées peuvent être atténuées par l'organisation, la méthode et la continuité des décisions. Cette leçon dépasse le cas du Burkina Faso. Elle invite à reconsidérer la manière dont les capacités sont évaluées, souvent à partir d'étiquettes avancées, obsolètes, périphériques, qui masquent des marges d'adaptation réelles. Pour des observateurs extérieurs, l'enjeu est d'apprendre à lire les signaux faibles plutôt que de s'en tenir au classement formel. Pour les acteurs économiques et institutionnels, la séquence rappelle une évidence parfois négligée. La sécurité n'est pas seulement une condition préalable aux investissements, elle en est aussi un produit. Lorsqu'un État démontre qu'il peut protéger des actifs sensibles, il modifie les calculs de risque. Cela n'implique pas une stabilité automatique, mais une capacité accrue à fixer des règles. Les partenaires doivent alors ajuster leurs attentes, intégrer des contraintes nouvelles et accepter que la négociation se fasse sur un terrain plus équilibré. Pour les citoyens, enfin, la connexion est plus intime. L'événement ne change pas immédiatement les conditions de vie, mais il agit sur la perception collective. Il suggère que l'action publique peut produire des résultats concrets, même dans un contexte de ressources limitées. Cette perception influence la confiance, l'acceptation des choix stratégiques et la patience face aux réformes. Elle ne remplace pas les politiques sociales ou économiques, mais elle crée un espace mental où l'effort collectif semble moins vain. De là émergent deux pistes de réflexion. La première consiste à interroger les récits dominants sur la puissance et la dépendance, souvent simplificateurs. La seconde invite à observer comment des décisions techniques, en apparence spécialisées, finissent par toucher des sphères beaucoup plus larges. À ce niveau, l'histoire des drones devient un miroir.
Elle renvoie chacun à sa propre manière d'évaluer ce qui est possible et à la facilité avec laquelle on confond contrainte et fatalité. Transformer l'épisode en capacité durable suppose une séquence claire, structurée et mesurable. Il faut d'abord, pour une première étape, institutionnaliser l'apprentissage. Les équipes techniques mobilisées doivent passer d'un mode exceptionnel à un cadre permanent, avec des formations continues en détection, analyse de signaux et coordination interservices. Sans cette formalisation, les acquis risquent de se dissiper avec le temps. Puis, pour une deuxième étape, on vise la modernisation progressive des infrastructures existantes. Il ne s'agit pas d'un saut technologique coûteux, mais d'une amélioration incrémentale. Réduction des interférences, meilleure interconnexion des stations, protocole de partage de données plus rapide. Chaque ajustement doit être évalué selon un critère simple: améliore-t-il la fiabilité ou la vitesse de décision? Ensuite, une troisième étape concerne la coopération régionale. En initiant des échanges techniques et des exercices conjoints, le Burkina Faso peut mutualiser l'expérience acquise et réduire l'isolement stratégique. Cette coopération agit comme une assurance collective sans effacer la souveraineté nationale. Elle élargit aussi la capacité de dissuasion, en rendant les intrusions plus coûteuses pour les acteurs extérieurs. Après cela, la quatrième étape relève du pilotage politique. La décision initiale validée par Ibrahim Traoré doit s'inscrire dans une vision cohérente, où la sécurité aérienne soutient des objectifs économiques et diplomatiques plus larges. Cela implique une communication maîtrisée, évitant à la fois la surenchère et le silence ambigu. Et enfin, la dernière étape est celle de la mesure. Chaque progrès doit être suivi par des indicateurs simples: temps de réaction, taux de détection, coordination interservices. Ces métriques permettent d'ajuster la trajectoire sans attendre une nouvelle crise. Cette feuille de route referme la question laissée ouverte précédemment. Elle montre que la transformation d'un succès ponctuel en avantage durable dépend moins d'un exploit que de la capacité à en tirer des règles stables. Le choix n'est donc plus technique mais stratégique: maintenir l'effort ou laisser l'exception redevenir la norme. Lorsque l'on revient au point de départ, ce ne sont pas les explosions qui restent en mémoire, mais un détail plus discret. Un signal faible, repéré sur un écran imparfait, interprété par une équipe locale qui a refusé de l'ignorer. Ce fil invisible relie l'opérateur concentré, l'ingénieur ajustant un paramètre, et la décision finale prise au sommet de l'État. Dans cette chaîne, chaque maillon compte et aucun n'est spectaculaire pris isolément. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme un symbole que comme un point de convergence. Sa décision n'a pas créé la capacité à partir de rien. Elle a validé un travail patient, accumulé en amont, et lui a donné un sens politique. Ce moment rappelle que le pouvoir réel se manifeste souvent quand il sait reconnaître ce qui est déjà en train d'émerger, plutôt que d'imposer une rupture artificielle. Le radar évoqué plus tôt devient ainsi un motif. Il ne sert pas seulement à voir loin, mais à prêter attention. Dans un environnement saturé de contraintes, cette attention transforme l'ordinaire en levier stratégique. Le Burkina Faso n'a pas changé de catégorie du jour au lendemain, mais il a déplacé une frontière mentale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la phrase qui s'impose, simple et presque austère, reste pourtant décisive. La souveraineté commence quand le détail est pris au sérieux. Elle ne clôt pas le récit. Elle l'ouvre sur une compréhension plus large de ce qui fonde l'action collective et la confiance dans le temps long. À la fin, ce récit ne demande ni adhésion ni célébration. Il invite plutôt à une mise à distance. L'épisode burkinabé rappelle que les équilibres internationaux ne basculent pas toujours par de grands discours, mais par une série de choix précis, souvent techniques, parfois invisibles. Observer ces choix permet de mieux comprendre comment se construit la souveraineté, loin des slogans et des oppositions simplistes.
Pour le lecteur, l'enjeu est d'élargir le regard. Suivre ce type d'événement, ce n'est pas seulement s'informer sur le Burkina Faso ou sur Ibrahim Traoré, mais apprendre à repérer des signaux comparables ailleurs, où des décisions locales, prises sous contrainte, redessinent-elles silencieusement des rapports de force que l'on croyait figés. Quels détails, aujourd'hui négligés, pourraient demain produire des effets disproportionnés? Dans un monde saturé d'analyses rapides, prendre le temps de relier les faits, les chiffres et les intentions devient un acte en soi. La réflexion proposée ici n'est donc pas une conclusion, mais un point de départ. Elle suggère que chacun, à son échelle, peut gagner à questionner les récits dominants et à interroger ce qui se joue derrière les apparences. Alors, face à ces transformations discrètes mais réelles, quelle attention choisissez-vous d'accorder aux signaux faibles qui traversent l'actualité?